Préparez-vous pour une histoire qui vous fera vibrer et les larmes aux yeux. Un chien féroce que tous craignaient devient le héros improbable d'un village entier, mais le prix de cette transformation a failli tout coûter. Si cette histoire vous touche autant qu'elle m'a touché, laissez un j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de croire aux secondes chances. Le premier grognement résonna dans le village comme un coup de tonnerre sec par un après-midi sans nuages. C'était le genre de son qui faisait courir les enfants à l'intérieur et les adultes refermer les fenêtres. Cet avertissement primitif qu'une chose sauvage et indomptable avait franchi la frontière invisible entre la forêt ancestrale et le monde des hommes. Cet après-midi d'automne, alors que les feuilles des chênes centenaires teintaient le sol de doré et de rouille, personne ne pouvait imaginer que ce grognement grave marquerait le début d'une histoire qui changerait à jamais le destin d'une petite communauté nichée entre les montagnes. Jean Dupont avait toujours été connu comme le gardien, non par un titre officiel, mais par la façon dont il protégeait ses livres et sa solitude, avec la même férocité que d'autres défendaient leur terre. À 32 ans, c'était un homme aux cheveux perpétuellement décoiffés et aux yeux qui portaient le poids d'un calme forcé. De ceux qui naissent non de la paix, mais de la peur de trop sentir. Sa maison de pierre aux limites du village était plus qu'un foyer. C'était une forteresse contre la vulnérabilité qu'il jurait ne plus jamais permettre dans sa vie. Le son de ce profond aboiement fit trembler ses mains sur les pages jaunies du livre qu'il étudiait. En tant que linguiste spécialisé dans la communication non verbale, Jean connaissait la différence entre un avertissement et une menace. Ce son portait les deux, mais il y avait quelque chose de plus, une note de désespoir que seules des oreilles entraînées pouvaient détecter. C'était comme si la forêt elle-même criait à travers cette gorge canine. Le soir tombait lentement et dorément, lorsque Jean décida d'enquêter. L'air emportait l'odeur humide des feuilles en décomposition et cette promesse électrique de pluie qui n'arrivait jamais. Chaque pas en direction de la forêt était un défi à sa nature prudente, mais la curiosité du chercheur l'emportait sur l'instinct de préservation. C'est dans une clairière où les fougères poussaient hautes comme des enfants qu'il le vit pour la première fois. Le chien était immense, avec une fourrure de la couleur de la terre mouillée et des muscles qui se déplaçaient sous sa peau, comme des cordes tendues. Mais ce n'était pas sa taille qui captivait l'attention, c'étaient les yeux, jaunes comme de l'ambre liquide. Il portait une intelligence féroce et, à ce moment-là, une douleur que Jean reconnut immédiatement. C'était la même douleur qu'il voyait dans le miroir tous les matins, la douleur de celui qui a appris que le monde pouvait être trop cruel pour permettre la douceur. L'animal était blessé, une profonde griffure traversait son flanc gauche, teignant de rouge foncé sa fourrure brune. Toute personne sensée aurait reculé, surtout connaissant la réputation du lion de la forêt, comme les habitants avaient baptisé la créature qui rôdait aux limites entre le sauvage et le civilisé. Mais Jean n'était pas connu pour sa sagesse lorsqu'il s'agissait de créatures blessées. Le premier contact fut un miracle déguisé en hasard. Lorsque Jean s'agenouilla lentement, en gardant les mains visibles et une posture soumise, le chien grogna. Ce n'était pas un grognement d'attaque, mais d'avertissement, comme s'il disait qu'il avait encore la force de se battre si nécessaire. Jean répondit de la seule façon qu'il connaissait, avec des mots doux sur des tons graves, cette langue universelle qui transcende les espèces lorsque le cœur parle plus fort que la peur. Ce furent des minutes qui parurent des heures, l'homme et le chien se jaugeant mutuellement, deux êtres blessés se reconnaissant à travers l'abîme qui sépare les espèces. Lorsque le chien baissa enfin la tête, permettant à Jean de s'approcher, quelque chose de fondamental changea dans l'air de la clairière. C'était comme si la forêt elle-même avait soupiré de soulagement. Le chemin du retour à la maison fut une procession silencieuse. Le chien boitait, mais gardait la dignité d'un guerrier blessé. Jean marchait quelques pas devant, se retournant constamment pour s'assurer que l'animal le suivait encore. Les premiers villageois qui les virent laissèrent tomber leurs outils, de peur. Marie, la boulangère, fit le signe de la croix. Pierre, le forgeron, serra le manche de son marteau comme s'il s'agissait d'une arme. Les nouvelles coururent plus vite que le vent du nord. Avant que le soleil ne se couche complètement, la moitié du village savait que le gardien avait ramené le lion à la maison. Les murmures commencèrent comme toujours, petits et venimeux, grandissant,
comme de mauvaises herbes sur un terrain fertile. Certains disaient que Jean avait complètement perdu la tête, d'autres juraient que le chien était un démon déguisé, attendant le moment opportun pour montrer sa vraie nature. Mais Jean n'entendait pas les murmures. Cette première nuit, alors qu'il nettoyait soigneusement la blessure du chien, il découvrit que ses mains avaient cessé de trembler pour la première fois depuis des années. L'animal, à son tour, permettait le toucher avec une confiance qui frisait l'impossible pour une créature soi-disant sauvage. C'était comme si tous deux avaient à trouver en l'autre un miroir de leurs propres blessures invisibles. La routine qui s'établit dans les jours suivants fut une danse délicate de confiance, construite grain par grain, comme du sable formant une plage. Jean appliquait ses connaissances en communication non verbale, observant chaque mouvement d'oreille, chaque changement de posture, chaque variation dans le ton des aboiements occasionnels. Le chien qu'il avait décidé de ne pas nommer par respect pour sa nature libre, répondait avec une intelligence qui défiait tout ce que les livres disaient sur la domestication. Ce fut Sophie qui brisa la première l'isolement auto-imposé de Jean. Vétérinaire nouvellement arrivée au village, elle apparut à sa porte un matin brumeux, portant une valise usée et un sourire qui ne demandait pas la permission. Ses cheveux couleur miel étaient attachés en un chignon désordonné, et il y avait de la terre sous ses ongles, signe de quelqu'un qui n'avait pas peur de se salir les mains. La rencontre entre Sophie et le chien fut un autre de ces moments, qui défient l'explication logique. Alors que Jean se préparait à intervenir, certain que l'animal réagirait mal à une étrangère, Sophie s'assit simplement par terre sur la véranda et attendit. Elle ne parla pas, ne gesticula pas, elle attendit simplement avec la patience de celui qui comprend que le temps des animaux n'est pas le temps des hommes. Après de longues minutes, ce fut le chien qui s'approcha, reniflant délicatement sa main tendue avant de permettre un bref toucher sur sa tête. Jean sentit quelque chose bouger en lui, une sensation oubliée qui l'étouffa rapidement. Il n'y avait pas de place pour de tels sentiments dans sa vie soigneusement organisée. Mais lorsque Sophie leva les yeux verts et croisa les siens, il y avait en eux une compréhension qui n'avait pas besoin de mots. Elle voyait à travers ses défenses aussi clairement qu'à travers celles du chien. Les visites de Sophie devinrent régulières, toujours sous prétexte de vérifier la guérison de l'animal. Elle apportait des onguents naturels, faits avec des herbes de la forêt, partageait des histoires d'autres animaux qu'elle avait soignés, et peu à peu, sans que Jean s'en rende compte, elle commença à soigner aussi les blessures invisibles de l'homme qui se cachait derrière le titre de gardien. C'est pendant une de ces visites que le premier signe apparut. Le chien, qui maintenait normalement une surveillance détendue, se leva soudainement, toutes les fibres de son corps tendues comme des cordes de violon. Son museau était pointé vers la forêt, et un grognement bas vibrait dans sa poitrine. Jean et Sophie échangèrent des regards inquiets, mais avant qu'ils ne puissent réagir, le moment passa. Le chien se recoucha, bien que ses yeux restent fixés sur la ligne des arbres. Décembre apporta les premières neiges, et avec elles, l'incident qui changerait la perception du village. C'était le jour du marché. Les rues étroites grouillaient de villageois faisant leurs courses hebdomadaires. Jean participait rarement à ces événements sociaux, mais Sophie avait insisté, arguant que lui et le chien devaient s'intégrer davantage à la communauté. Ce fut une décision qu'ils regretteront presque. Le chien marchait calmement aux côtés de Jean, ignorant les regards craintifs et les murmures à peine dissimulés. Tout aurait pu bien se passer si ce n'était du verglas traître qui recouvrait les pierres du pavé. Lorsque le pied de Jean glissa, le monde sembla ralentir. Il vit le sol s'approcher, sentit le début de la chute, et puis, comme un éclair brun, le chien n'était là. L'animal n'attaqua pas, ne grogna pas. Il positionna simplement son corps massif pour amortir la chute de Jean, absorbant l'impact avec une grâce qui défiait sa taille. Mais pour les observateurs, notamment pour le vieux, Sébastien qui dirigeait le conseil du village, cela parut un acte d'agression. Les cris commencèrent immédiatement, les mères tirant leurs enfants près d'elles, les hommes cherchant ce qui pouvait servir d'arme. La confusion ne s'apaisa que lorsqu'une voix claire coupa le panique comme une cloche dans un matin silencieux. Rose, la fille de 10 ans du meunier, s'était placée entre le chien et la foule agitée. Ses cheveux noirs comme des ailes de corbeau
flottait tandis qu'elle gesticulait passionnément, décrivant ce qu'elle avait vraiment vu. Tsai, fillette, avait un don particulier, une façon de comprendre les animaux qui allait au-delà du commun, et ses paroles portaient une autorité que son âge ne justifiait pas. Mais les dégâts étaient faits. Ce même soir, le conseil du village se réunit et le lendemain matin, un édit formel fut déposé à la porte de Jean. Le chien devait être retiré du village dans une semaine, où des mesures plus drastiques seraient prises. Les mots étaient froids et définitifs sur le papier, jauni. Mais ce qui blessa le plus Jean fut de voir le sceau de Sébastien, un homme qu'il respectait depuis son enfance. Sophie était avec lui lorsqu'il lut l'édit. Elle ne dit rien au début. Elle lui prit simplement la main. Un geste simple qui brisa plus de défense que des mots ne pourraient le faire. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix portait une détermination qu'il n'avait pas encore entendue. Ils ne laisseraient pas l'ignorance et la peur l'emporter. Il y avait quelque chose de plus grand en jeu ici, quelque chose qu'elle pouvait sentir, mais qu'elle ne pouvait pas encore nommer. C'est cette nuit de désespoir silencieux que Jean se souvint. Du journal, il avait appartenu à son arrière-grand-père, un homme que le village considérait comme excentrique, mais respectait pour sa sagesse. Le journal avait été conservé pendant des générations, plus comme une curiosité familiale que comme un document important. Mais quelque chose dans la situation actuelle poussa Jean à le chercher au fond du coffre, où il gardait les souvenirs qu'il préférait ne pas revisiter. Les pages jaunies sentaient le temps et les secrets. L'écriture soignée de son ancêtre racontait des histoires du village dont personne ne se souvenait plus. Des légendes qui avaient été réduites à des contes pour effrayer les enfants. Mais une entrée en particulier fit accélérer le cœur de Jean. Elle parlait d'un gardien de la forêt, un esprit sous forme de chien qui apparaissait en temps de besoin, incompris et craint, mais toujours présent lorsque le véritable danger s'approchait. La description était impossible. À ignorer. La taille, la couleur de la fourrure, même le comportement distant mais protecteur. Serait-il possible que le chien qui dormait paisiblement sur sa véranda soit un descendant de cette lignée légendaire? Ou la légende était-elle un souvenir déformé d'événements réels, transmis de génération en génération jusqu'à devenir un mythe? Jean partagea sa découverte avec Sophie le lendemain matin, tandis que Rose, qui était devenue une visiteuse régulière, jouait soigneusement avec le chien dans la cour. La fillette avait développé un lien extraordinaire avec l'animal, communiquant par des gestes subtils et un langage silencieux qui laissait les adultes émerveillés. Lorsque Sophie lut les passages du journal, ses yeux s'écarquillèrent de compréhension. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension croissante. La date limite du conseil approchait, mais quelque chose d'autre se passait. Le chien commença à manifester des comportements de plus en plus agités pendant les nuits. Ce n'était pas de l'agressivité, Jean en était sûr maintenant. C'était de l'urgence, comme s'il essayait de communiquer quelque chose de vital que les humains étaient trop lents pour comprendre. Ce fut Rose qui fit le lien. Pendant une de ses visites, elle mentionna par hasard que le sol de la forêt était différent, que les petits animaux s'éloignaient de certaines zones. Les enfants remarquent des choses que les adultes ignorent, et Rose avait remarqué que même les fourmis changeaient leurs chemins habituels. Le chien, en entendant ces observations, aboya une fois, un son profond de confirmation qui fit se regarder les trois adultes. La décision d'enquêter ne fut pas prise à la légère. Jean savait qu'emmener le chien dans la forêt, surtout après, l'édit du conseil, pourrait être interprété comme un défi direct. Mais Sophie argumenta, avec cette passion qui l'apprenait à aimer, qu'ignorer les signes serait une négligence plus grande. Rose, avec la sagesse précoce qui la caractérisait, prit simplement la main de Jean et dit que le chien ne les mettrait jamais en danger. L'expédition nocturne fut gardée secrète. Seuls Jean, Sophie, Rose et le chien s'aventurèrent sur le sentier qui menait au cœur de la forêt. La pleine lune projetait des ombres dansantes entre les troncs anciens, et le son de leurs pas était étouffé par le tapis de feuilles humides. Le chien menait avec détermination, s'arrêtant occasionnellement pour s'assurer que ses compagnons humains le suivaient. Et dans un ravin caché, où la lumière de la lune pénétrait à peine, qu'ils trouvèrent la première preuve. La terre était fissurée de manière non naturelle, des fissures profondes serpentant comme des veines noires à travers le sol.
L'air sentait le soufre et quelque chose d'autre, quelque chose d'ancien et de mauvais. Le chien grogna bas, non pas de menace mais de confirmation. C'était cela qu'il avait essayé de montrer. Sophie, avec ses connaissances en médecine et en sciences naturelles, reconnut les signes immédiatement. Activité géologique, probablement une faille ancienne réactivée. Mais ce n'était pas seulement cela qui la préoccupait. La direction des fissures pointait directement vers la source qui alimentait le village. La source de vie de la communauté depuis des générations. Si la faille continuait à s'étendre, elle pourrait contaminer ou même détourner complètement l'eau. L'ampleur de la découverte les laissa silencieux pendant de longs moments. Rose fut la première à parler, sa voix petite mais ferme dans l'obscurité. « Le chien savait, dit-elle. Il a toujours su, et il avait essayé d'avertir de la seule façon qu'il connaissait. Les nuits d'aboiement, l'agitation croissante, tout avait un sens maintenant. Le lion de la forêt n'était pas une menace, c'était un sentinelle. Le retour au village fut un mélange d'urgence et de prudence. Comment convaincre une communauté déjà hostile que l'animal qu'elle voulait bannir était en fait son sauveur? Jean savait qu'ils auraient besoin de preuves, mais plus que cela, ils auraient besoin d'alliés. Ce fut Sophie qui suggéra de chercher d'abord le père Michel, un homme de foi mais aussi de science, qui conservait des cartes détaillées de la région depuis sa jeunesse. Le père les reçut dans sa maison modeste à côté de l'église, écoutant en silence tandis que Jean expliquait la découverte. Ses yeux, fatigués mais rusés, allaient de l'homme au chien qui attendait patiemment à la porte. Lorsque Jean eut terminé, le père se leva lentement et alla jusqu'à une étagère poussiéreuse. La carte qu'il déroula sur la table confirmait ses pires craintes. La faille géologique n'était pas nouvelle, seulement endormie. Les archives du père montraient une activité similaire il y a près d'un siècle, époque où le village avait failli être abandonné en raison de problèmes d'approvisionnement en eau. La coïncidence avec les légendes du gardien de la forêt était impossible à ignorer. Le père regarda longuement le chien avant de faire le signe de la croix et de déclarer qu'il convoquerait le conseil pour une réunion d'urgence. La réunion eut lieu le lendemain matin, dans une atmosphère chargée, de scepticisme et d'hostilité à peine dissimulée. Sébastien présidait avec sa sévérité habituelle, clairement mécontent de ce qu'il considérait comme une tentative désespérée de Jean de garder l'animal dangereux. Mais lorsque le père Michel présenta ses cartes et que Sophie expliqua les risques géologiques avec précision scientifique, le murmure dans la salle changea de ton. Ce fut Rose qui fit définitivement pencher la balance. La fillette se leva, petite mais imposante dans sa conviction, et raconta les animaux de la forêt, les signes que seuls les yeux innocents pouvaient voir. Puis, dans un geste qui laissa tout le monde sans souffle, elle marcha jusqu'à l'endroit où le chien attendait et posa sa petite main sur sa tête massive. L'animal, le redoutable lion de la forêt, s'abaissa doucement pour que Rose puisse l'embrasser autour du cou. L'image d'une enfant embrassant ce que tous considéraient comme une bête sauvage brisa quelque chose de fondamental dans la peur collective du village. Les mères qui avaient serré leurs enfants contre elles lorsque le chien passait voyaient maintenant la gentillesse dans ses mouvements. Les hommes qui avaient brandi des outils comme des armes reconnaissaient l'intelligence dans ses yeux jaunes, mais le temps pour les réflexions était court. Un tremblement soudain secoua le hall du conseil, faisant tomber des tasses et faisant trembler les fenêtres. Il n'était pas assez fort pour causer des dommages, mais c'était un avertissement. Clair que la situation était plus urgente qu'il ne l'avait imaginé. Le chien se leva immédiatement, son corps tendu et alerte, le museau pointé en direction de la forêt. Il n'y avait plus de temps pour les débats. L'organisation fut étonnamment rapide. Sébastien, laissant de côté son orgueil, prit les commandes avec l'efficacité de celui qui avait dirigé le village pendant des décennies. Des groupes furent formés, des outils rassemblés et un plan d'action élaboré. Le chien serait leur guide. Jean et Sophie coordonneraient les efforts techniques, et Rose, au désespoir de ses parents mais avec le soutien du père Michel, insista pour accompagner en tant qu'interprète des signes de l'animal. Le voyage jusqu'à la faille fut une procession tendue. Près de la moitié du village les accompagnait, portant des pelles, des cordes et des matériaux pour d'éventuelles réparations. Le chien menait avec une confiance absolue,
choisissant des chemins qui évitaient les zones les plus instables, aboyant des avertissements lorsque quelqu'un s'écartait trop. Il était impossible de ne pas reconnaître l'intelligence et le but de ses actions. Lorsqu'ils arrivèrent sur place, la situation était encore pire que la nuit précédente. Les fissures s'étaient élargies et une odeur sulfureuse flottait dans l'air. Pire encore, ils pouvaient entendre le bruit de l'eau qui coulait là où il ne devrait pas y en avoir. La source trouvait de nouveaux chemins, des chemins qui l'éloigneraient du village. En quelques jours, peut-être en quelques heures, ils pourraient perdre leur approvisionnement en eau. Ce fut Jean qui proposa le plan, basé sur des connaissances anciennes trouvées dans le journal de son arrière-grand-père et confirmées par les cartes du père. Il y avait une source plus petite à proximité, coulant actuellement vers un marais improductif. S'il réussissait à rediriger son débit pour soulager la pression sur la faille principale, il pourrait gagner du temps pour une solution plus permanente. C'était risqué et nécessitait de la précision, mais c'était leur meilleure chance. Le travail fut dur et dangereux. Le chien prouva sa valeur à maintes reprises, utilisant sa force pour déplacer des pierres qui bloquaient des accès importants, reniflant les instabilités du sol avant qu'elles ne deviennent des pièges. Mortals. Dans un moment particulièrement tendu, lorsqu'une section du terrain commença à céder sous le poids de plusieurs travailleurs, ce fut l'animal qui les tira en sécurité, un par un, avec une force et une délicatesse qui défiaient la compréhension. Sophie travailla sans relâche aux côtés de Jean, ses mains se blessant à force de creuser et de déplacer des pierres. Entre deux efforts, leurs regards se croisèrent, et il y avait en eux des promesses silencieuses d'un avenir qu'ils commençaient à oser imaginer. Rose, à son tour, maintenait une surveillance constante, interprétant chaque mouvement du chien et transmettant des avertissements qui sauvèrent plus d'une vie ce jour-là. Le moment critique arriva lorsqu'ils durent détourner le débit de la source plus petite. C'était une opération délicate qui nécessitait le retrait d'une barrière naturelle de pierre sans provoquer d'effondrement. Le chien, comme s'il comprenait l'importance du moment, se positionna stratégiquement, utilisant son corps comme support tandis que les hommes travaillaient. Chaque muscle de son corps était tendu par l'effort, mais il ne bougea pas d'un centimètre. C'est lorsque la dernière pierre fut retirée et que l'eau commença à couler dans sa nouvelle direction, que le désastre faillit se produire. Le soulagement soudain de la pression causa un effondrement inattendu, et Jean, qui était le plus proche, fut pris par la terre en mouvement. Pendant un moment terrible, il disparut sous les décombres, et le cri de Sophie résonna dans le ravin, comme le lament d'une âme perdue. Mais le chien était déjà en mouvement. Avec une férocité qui justifiait pleinement son surnom de lion, il attaqua la pile de terre et de pierres, creusant avec une intensité désespérée. D'autres se joignirent à lui, mains humaines et pattes travaillant ensemble dans une course contre la montre. Lorsqu'ils sortirent enfin, Jean, inconscient mais respirant, ce fut dans la fourrure du chien qu'il se serra d'abord, comme s'il savait instinctivement qui avait dirigé son sauvetage. Le travail continua même avec Jean reprenant connaissance dans les bras de Sophie. La source fut redirigée avec succès, soulageant la pression sur la faille principale. Mais au cours du processus, une petite chambre souterraine fut exposée, et le chien, épuisé mais toujours alerte, commença soudainement à aboyer avec une urgence renouvelée. À l'intérieur de la chambre, l'eau commençait à s'accumuler rapidement. Sans hésiter, Jean descendit pour enquêter, suivi du chien. Ce qu'ils trouvèrent fut un système de tunnels anciens, probablement construit par les premiers habitants de la région. Mais les tunnels étaient compromis, et s'ils se remplissaient d'eau, ils pourraient provoquer un effondrement encore plus important. Travaillant ensemble, l'homme et le chien commencèrent à bloquer les entrées d'eau, mais le niveau continuait à monter. C'est alors que le pire arriva. Un tremblement plus fort secoua la terre, et l'entrée de la chambre s'effondra, piégeant Jean et le chien à l'intérieur. La panique se répandit parmi les travailleurs au-dessus, mais ce fut Rose qui garda son calme. Avec une clarté surprenante, elle commença à donner des instructions, guidant les efforts de sauvetage basés sur sa connexion intuitive avec le chien prisonnier. Là-bas, dans l'obscurité humide de la chambre, Jean sentit pour la première
voit depuis des années le véritable poids de la peur. Non pas pour lui-même, mais pour l'animal qui avait tout risqué pour sauver un village qui le craignait. Le chien, même épuisé et blessé, restait près de lui, sa chaleur étant une garantie qu'il n'était pas seul. C'était comme si les rôles s'étaient inversés, et c'était maintenant l'animal qui offrait du réconfort à l'homme. Les heures qui suivirent furent les plus longues de la mémoire récente du village. Travaillant sous la direction improbable d'une fille de 10 ans, les villageois creusèrent avec une détermination qui naissait du remords et de la gratitude tardive. Sophie dirigeait avec une force qui surprenait tout le monde, ses mains ensanglantées étant ignorées pendant qu'elle coordonnait les efforts. Lorsqu'ils ouvrirent enfin un passage, la première chose qu'ils virent fut le chien, positionné de façon protectrice sur Jean, qui avait perdu connaissance à nouveau. L'animal était clairement à la limite de ses forces, mais ses yeux jaunes brillaient encore d'une détermination de fer. Il fallut l'effort combiné de plusieurs hommes pour les hisser tous les deux en sécurité. La scène qui suivit resterait gravée à jamais dans la mémoire collective du village. Le redoutable lion de la forêt, à peine capable de se tenir debout, fut entouré de dizaines de mains qui se seraient auparavant éloignées par peur. Des larmes coulaient librement sur des visages durcis par le travail et les préjugés, tandis que l'animal était soigné avec un soin qui frisait la révérence. Jean reprit connaissance dans les bras de Sophie, Rose tenant sa main, et le chien, couché lourdement à ses côtés. Le premier son qu'il entendit fut Sébastien, le sévère chef du conseil, demandant pardon d'une voix étranglée. Mais ce fut le toucher humide du museau du chien sur sa main qui fit couler les larmes qu'il avait refoulées pendant des années. La convalescence fut lente pour les deux héros. Le chien s'était gravement blessé lors des sauvetages, et Jean avait des côtes cassées et une commotion cérébrale grave. Mais tout le village se mobilisa pour s'occuper d'eux. La maison qui était auparavant un refuge solitaire devint un centre de pèlerinage, avec des villageois apportant de la nourriture, des remèdes et, plus important encore, des histoires sur la façon dont ils avaient mal jugé l'homme comme l'animal. Sophie s'installa pratiquement à la maison pendant la convalescence, sa présence étant un mélange de soins médicaux et de quelque chose de plus profond que ni elle ni Jean n'étaient en prêt à nommer complètement. C'est pendant un après-midi tranquille, alors qu'elle changeait les bandages du chien, qu'elle mit enfin des mots sur ce que tous deux savaient. L'amour, comme la confiance, grandit lentement mais crée des racines profondes. Rose devint une présence constante, son lien avec le chien s'approfondissant chaque jour. Elle commença à documenter les comportements de l'animal, créant une sorte de dictionnaire qui permettrait aux générations futures de mieux comprendre ses gardiens naturels. Le père Michel la soutenait, voyant dans son travail un pont entre les connaissances anciennes et la compréhension moderne. Le printemps arriva avec une fête que le village n'avait pas vue depuis des générations. La source était sûre, la faille stabilisée avec une solution permanente développée par des ingénieurs, venus de loin attirés par l'histoire extraordinaire. Mais le centre des festivités n'était pas les réalisations techniques, mais la transformation d'une communauté qui avait appris à voir au-delà de la peur. Le moment le plus touchant eut lieu lorsque le conseil du village, en séance solennelle, déclara le chien gardien officiel de la communauté. Une plaque de bronze fut fixée sur la place centrale, racontant l'histoire aux générations futures. Mais ce qui importait vraiment était de voir les enfants qui fuyaient auparavant jouer maintenant sans crainte autour de l'animal, qui acceptait l'attention avec une patience infinie. Jean et Sophie annoncèrent leur fiançailles pendant les festivités, une union qui ne surprit personne qui avait assisté à leur voyage. La bague, simple mais significative, avait appartenu à la mère de Jean, conservée pendant des années comme souvenir d'un amour qu'il craignait de ne jamais trouver. Lorsque Sophie dit oui, le chien aboya une fois, un son d'approbation qui fit rire tout le monde entre les larmes. Les mois qui suivirent apportèrent une paix que le village ne connaissait plus depuis longtemps. Le chien, maintenant pleinement rétabli, établit une routine de patrouille qui comprenait non seulement la surveillance de la forêt, mais des visites à chaque maison, comme s'il vérifiait personnellement le bien-être de chaque habitant. Sa présence devint aussi naturelle que le lever du soleil. Jean reprit ses études linguistiques avec une vigueur renouvelée,
maintenant concentré sur la documentation de la communication interespèce qu'il avait observée. Son travail commença à attirer l'attention des milieux universitaires. Mais il refusa de quitter le village. Il avait trouvé quelque chose là que aucune université ne pouvait offrir. Une famille qui comprenait non seulement Sophie et Rose, mais toute une communauté et un chien extraordinaire. C'est un après-midi d'été, près d'1 an après la première rencontre, que Rose fit une observation qui changerait à nouveau leur vie. Le chien avait commencé à faire des incursions plus longues dans la forêt, revenant parfois avec d'autres chiens, plus petits et plus timides, qui observaient le village de loin. C'était comme s'il enseignait à la génération suivante, transmettant un savoir ancestral. La théorie de Rose se confirma lorsqu'une jeune chienne, avec la même fourrure couleur de terre et les mêmes yeux intelligents, commença à accompagner le lion dans ses rondes. Le village l'accepta sans hésitation, comprenant maintenant que ces animaux n'étaient pas des menaces, mais une partie d'un équilibre ancien qu'ils avaient presque détruit par ignorance. Le mariage de Jean et Sophie eut lieu à l'automne, exactement 1 an après le premier grognement qui avait tout changé. La cérémonie fut simple mais profondément significative, célébrée dans la clairière où tout avait commencé. Le chien était présent, bien sûr, portant une guirlande de fleurs que Rose avait tissée spécialement pour lui. Lorsque les mariés échangèrent leurs vœux, l'animal hurla doucement, un son qui résonna dans la forêt comme une bénédiction ancestrale. La vie continua, comme elle continue toujours, mais maintenant assaisonnée d'une sagesse durement acquise. Le village prospéra, non seulement matériellement avec la source sécurisée, mais spirituellement avec la compréhension que le différent n'est pas nécessairement dangereux, que la peur peut aveugler aux vérités importantes et que parfois nos plus grands protecteurs viennent déguisés en nos plus grandes menaces. Jean documenta toute l'histoire dans le journal de famille, ajoutant ses propres pages à celles de son arrière-grand-père. Mais les mots, aussi prudents soient-ils, ne pourraient jamais saisir complètement l'ampleur de la transformation. Comment décrire le moment où un homme brisé trouve la guérison dans le reflet d'un animal blessé? Comment expliquer le courage d'une enfant qui voit au-delà des apparences? Comment quantifier le pouvoir de l'amour qui grandit même dans le sol le plus improbable? Un après-midi tranquille, 3 ans plus tard, Jean observait depuis le porche tandis que Sophie apprenait à son jeune fils à s'approcher respectueusement du vieux chien. L'animal, au poil maintenant parsemé de blanc, acceptait le toucher maladroit avec une patience infinie. Rose, maintenant une adolescente, documentait l'interaction dans son carnet toujours présent. La jeune chienne que le lion avait ramenée, de la forêt surveillait attentivement, apprenant. C'était un tableau d'harmonie conquise, non donnée. Chaque élément avait été forgé dans le feu de la peur et des préjugés, tempéré par le courage et la compassion. Le père Michel, venu pour le thé de l'après-midi, commenta qu'il était comme voir une légende vivante, mais Jean savait mieux. Ce n'était pas une légende, c'était la vie, complexe et chaotique et absolument réelle. Le soleil se couchait lentement sur le village, peignant le ciel de tons d'or et de cramoisis. Le chien leva la tête, reniflant l'air, et Jean sut qu'il sentait quelque chose que les humains ne pouvaient pas encore percevoir. Mais maintenant il y avait confiance là où il y avait eu peur auparavant. Quoi que l'avenir apporte, ils affronteraient ensemble, homme et animal, village et forêt, unis par des liens plus forts que la peur. Sophie s'approcha, portant son fils dans ses bras, et se blottit à côté de Jean. Le chien bougea pour l'inclure dans son cercle protecteur, un geste aussi naturel que de respirer. Rose se joignit à eux, écrivant encore, observant toujours. C'était un moment parfait dans sa simplicité, un témoignage que les plus grandes victoires ne sont pas conquises par la force, mais par la foi. Le lion de la forêt ferma les yeux, satisfait. Son travail n'était pas terminé. Il ne le serait jamais tant que le village aurait besoin de protection. Mais pour aujourd'hui, pour ce moment, il y avait la paix. Et dans la paix, il y avait la promesse que lorsque le danger reviendrait, et il reviendrait toujours, ils seraient prêts. Non pas comme des individus isolés par la peur et la méfiance, mais comme une communauté unie par la compréhension que les véritables gardiens viennent parfois sous des formes inattendues. La nuit tomba doucement sur le village, apportant avec elle le chœur des grillons et le murmure du vent dans les feuilles. Dans chaque maison,
Les gens se préparaient à dormir avec une tranquillité qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Ils savaient que dehors, faisant sa ronde silencieuse, se trouvait leur gardien improbable, veillant sur eux comme il l'avait fait depuis le début, attendant seulement qu'ils aient les yeux pour voir. Et ainsi, dans ce petit village entre les montagnes, une nouvelle légende est née, non pas de monstres et de héros, mais de compréhension et d'acceptation. Une légende qui parlait d'un temps où les hommes et les animaux redécouvraient l'ancien langage de la confiance, lorsque la peur céda la place à la foi, et lorsqu'un grognement féroce se révéla comme le plus pur des appels d'amour. Et vous, à quel moment laisserez-vous l'espoir fleurir dans votre désert?